Alors, je demanderai à la foule assemblée de s'asseoir. Alors, merci beaucoup d'être là. On vient de lancer, pas plus tard que cette semaine, notre bouquin. Je dis notre parce que c'est avec mon co-auteur, Tom Vouloumanos, pour une économie démocratique. Je vais faire ça très rapidement, puis après ça, j'irai plutôt en question. Est-ce que vous connaissez Tina? Moi, je déteste Tina. There is no alternative. C'est la fameuse phrase de Margaret Thatcher qui disait il y a un seul système économique qui fonctionne et c'est le capitalisme et nous n'avons pas le choix. Et c'est souvent le discours que les médias, que les politiciens nous servent. C'est pas tant qu'ils défendent leur système économique comme étant la meilleure chose, c'est qu'ils disent il n'y a pas d'alternative. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Bien, pour plusieurs raisons. Évidemment, il y a eu, alors que après la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident a vécu les 30 Glorieuses sous un système plutôt social-démocrate de type keynésien. On a une grande prospérité économique et une plus grande justice économique aussi. Mais le système keynésien en Occident a été systématiquement attaqué depuis les années 70 par la droite. Et là, il est encore en vie, mais il a été quand même attaqué là, énormément. Il y a encore des éléments de ce modèle-là qui demeurent. D'autre part, il y avait un autre modèle qui était plus les régimes communistes, qui évidemment était un échec sur toute la ligne. Et bon débarras. Ceci étant dit, des fois, ça renforçait l'idée qu'il n'y avait pas d'autre alternative, que le seul modèle était le modèle capitaliste. Et je pense que ça explique en partie. Il faut dire que notre livre ne touche pas seulement le Canada, ce n'est pas un livre sur le contexte canadien, c'est vraiment, je dirais, le contexte occidental. On est dans une situation où, comment dire, on est à la recherche d'un autre modèle. Et c'est en partie à ça que le livre s'adresse. Pour le dire simplement, le titre « Pour une économie démocratique », eh bien, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour nous, cette idée de démocratie économique, de démocratisation de l'économie, devrait être le cœur du projet social-démocrate. Et en fait, on démontre que ce l'est depuis longtemps, même depuis le 19e siècle, c'était ça vraiment le projet social-démocrate ou démocrate-socialiste, de démocratiser l'économie, et par ça on veut dire de donner du pouvoir aux gens dans le domaine économique. Mais ça s'est perdu au fil de l'histoire, et on explique un peu pourquoi dans le livre cette idée-là s'est perdue, mais on pense qu'il faut revenir à cette idée-là. Il y a une ligne dans le livre qui résume assez bien les choses, qui dit nous avons besoin d'un nouveau socialisme démocratique. Un qui est inspiré des idéaux d'origine du 19e siècle, un qui est adapté aux réalités du 21e, et un qui a appris les leçons du 20e. Donc, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges, dans certaines choses qu'on sait que la gauche a essayé, qui n'a pas fonctionné, et donc on dit il faut avoir appris les leçons du 20e. Là, et je vais passer rapidement, je vais vous dire un peu comment le livre est structuré, mais juste pour vous dire pourquoi est-ce qu'on pense que cette idée de démocratie économique est si importante. Et on pourra rentrer dans les détails tantôt, qu'est-ce qu'on veut dire par démocratie. Je sais qu'il y a des questions là-dessus tantôt. Qu'est-ce qu'on veut dire par économie et où est cette intersection entre les deux? Hein? Économie démocratique, est-ce que c'est pas contradictoire? Non, ce n'est pas, puis on va parler pourquoi. Mais ce qui est vraiment important à saisir, c'est la nature de notre système économique actuel. Vous savez, on entend souvent parler de l'idéologie néolibérale qui célèbre le petit entrepreneur qui part de rien et crée une entreprise à succès. On parle de l'état minimal, on parle de la liberté d'entreprise, et on parle des bénéfices d'un marché concurrentiel. Hein, c'est ça l'idéologie néolibérale, c'est le libre marché, c'est l'état minimal, c'est l'esprit d'entreprise. Hein, c'est ça qui est vendu comme idéologie. Une des choses super importantes qu'on rappelle dans le livre,
c'est que ça, ce n'est pas vrai. L'idéologie néolibérale qui peut être défendue par des penseurs et des théoriciens, l'idéologie et le capitalisme réel sont deux choses complètement différentes. Le capitalisme réel ne fonctionne pas, n'est pas à la hauteur de ses propres idéaux sur le libre marché, sur l'entrepreneuriat et des choses comme ça. Et ça, c'est super important à comprendre. Quand on analyse, et là, je ne pense pas que ça fait de moi une espèce de gauchiste super radical de dire ça, mais c'est vraiment, on a fait une analyse honnête des tendances économiques des 30-35 dernières années. Et on ne peut qu'arriver honnêtement à une seule conclusion, c'est que le capitalisme d'aujourd'hui, celui qui a mené à la crise et celui dans lequel on est encore dedans, n'est pas un capitalisme de libre marché. Ce n'est pas un capitalisme de compétition. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est un capitalisme oligopolistique, dans le fond, où c'est un très, très petit nombre de firmes qui contrôlent les secteurs essentiels de l'économie. Là où, il y a 40 ans, on avait 30 compagnies dans un même domaine, par des vagues de soit des faillites d'une part, ou soit des fusions et des acquisitions d'autre part, là où on était 30, on est 20, 10, et maintenant, aujourd'hui, 7, 6, 5, 4, 3, 2 fois des firmes dans les domaines importants. Pharmaceutique, pétrole, banque, télécommunications, chaîne agroalimentaire. Si on regarde comme il faut, ce sont tous des secteurs hautement concentrés. C'est quelques corporations qui contrôlent tout ça. On va au centre d'achat, on va faire notre épicerie, il y a des milliers de marques, mais c'est 7 compagnies qui, je vous garantis, qui ont 95% du plancher, même si c'est des labels différents. Et c'est le même dans plusieurs domaines. Et donc, il faut comprendre que le capitalisme réel, il n'est pas caractérisé par la libre concurrence, malgré ce qu'ils en disent. Il est caractérisé par, au contraire, une poignée, une situation de monopole ou de quasi-monopole dans les secteurs essentiels de l'économie. Je ne parle pas du restaurant du coin, okay? Je ne parle pas du dépanneur du coin. Je parle des secteurs qui sont absolument déterminants. Assurance, banque, comme j'ai dit, pharmaceutique, transport, communication. C'est contrôlé, chaîne alimentaire, c'est contrôlé par une poignée de corporations. Juste pour vous donner 2 exemples là-dessus, il y a des gens qui ont développé un modèle mathématique pour étudier qui était propriété de qui dans l'ensemble des corporations mondiales. Ils ont étudié 60 000 sociétés transnationales. Ils ont étudié qui est propriétaire de qui. Et on se rend compte que dans ces réseaux-là, chacun est un peu propriétaire l'un de l'autre, hein, soit par des fonds d'investissement et tout ça. Et ensuite, ils ont remonté jusque voir, OK, mais là, tel fonds est propriétaire de telle entreprise. Mais c'est qui est propriétaire de ce fonds-là? Ils ont remonté là jusqu'à la source. Et par un modèle mathématique, ils ont découvert que moins de 1000 familles sur la planète, moins de 1000 familles contrôlent 80% des actions des grandes sociétés transnationales. Un autre stade, aux États-Unis, les 400 personnes les plus riches. 400 personnes, ça rentre dans un auditorium. Un grand auditorium, mais quand même. Les 400 personnes les plus riches ont plus de richesse que le 60% le plus pauvre aux États-Unis. 400 personnes ont plus, je ne parle pas du revenu, les actifs, hein, la richesse, les avoirs. 400 personnes ont plus d'avoirs que le 185 millions le plus pauvre aux États-Unis. Et voici la question, comment la démocratie politique, même dans son sens le plus restreint, comment la démocratie politique peut-elle exister dans un pareil contexte de concentration du pouvoir économique? Et c'est une des bases du livre, on dit, le capitalisme n'est pas avant tout un système économique. Là, les gens, quoi? Le capitalisme n'est pas avant tout un système économique. Le capitalisme est avant tout un système politique. C'est un système de pouvoir. Donc, M. Ducasse, c'est quoi l'alternative de bord? Ben, c'est très simple. Et si on a raison avec cette analyse-là, et je pense que nous avons raison, quelle est l'alternative? Ben, l'alternative, c'est très clair. C'est toute initiative
qui vise à briser cette concentration du pouvoir pour la redonner aux gens. Beau en principe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça c'est... peut-être que je devrais en venir à présenter le livre juste un tout petit peu. Il y a une introduction et une conclusion, mais à part de ça, il y a quatre chapitres. Le premier chapitre s'appelle « D'où venons-nous » c'est notre chapitre historique, où on parle du mouvement socialiste et social-démocrate depuis la révolution industrielle. Et on parle de certains débats qu'il y a eu au sein de la gauche, qu'on traîne encore aujourd'hui. Notamment la question rôle de l'État versus société civile, qui est un débat depuis le tout début du mouvement. Ce n'est pas récent, ce questionnement-là. Le nationalisme versus l'internationalisme, le radicalisme versus les tendances plus modérées au sein de la gauche, etc. Ça remonte à loin. Ça fait des années qu'on traîne ces débats-là, c'est pas récent. Donc ça, c'est le premier chapitre, d'où venons-nous. Le deuxième, que voulons-nous, c'est notre chapitre conceptuel où on parle en détail de c'est quoi l'économie. On prend pas pour acquis, on prend rien pour acquis. Hein. Des fois, l'économie, on dit c'est quoi l'économie? Ben, c'est le PDG qui est passé à la TV tantôt, puis c'est les codes boursières. L'économie, c'est l'allocation des ressources. C'est les mécanismes d'allocation des ressources. Et la démocratie, ben, c'est la démocratie de représentation, c'est la démocratie directe, c'est la démocratie de participation. Donc, par démocratie économique, on veut dire comment est-ce qu'on applique des pratiques démocratiques aux différentes dimensions de l'économie. Je vais y revenir. Le chapitre 3 s'appelle « Que faire ?» C'est, oui, mais maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En introduction, je disais, la démocratie économique, c'est toute initiative qui vise à rapprocher le pouvoir des gens, au niveau le pouvoir économique, le pouvoir décisionnel, et pour briser cette concentration excessive du pouvoir dans les mains de peu de personnes. Et là, on passe à travers toutes les dimensions de l'économie. Production, au travail, la consommation, l'investissement, l'échange, les rôles de l'État, le développement local, le rôle des institutions internationales, gestion des ressources, communication. On passe à travers toutes ces dimensions de l'économie, et pour chacune, il y a de 2 à 7 ou 8 exemples de comment démocratiser ça. Alors, c'est notre réponse à « il n'y a pas d'alternative ». Moi, je dis en rigolant, il y a 55 alternatives. En tout cas, on en répertorie une cinquantaine dans le livre qui montre un modèle économique différent. Mais en même temps, on n'est pas du tout dogmatique. On ne dit pas qu'il y a une solution à tous les problèmes. On met plusieurs choses sur la table et on dit, bien, selon les contextes, selon ce qui est possible, bien, bienvenue de prendre certaines de ces idées-là. Tout n'est pas applicable mur à mur. Et je fais une parenthèse, c'est justement des fois un problème à gauche. Des gens arrivent avec des gens bien intentionnés, mais des grands penseurs, et bon, ils ont réfléchi longtemps, puis tout à coup, ils arrivent, puis ils disent « j'ai la solution, j'ai le modèle ». Ils arrivent avec un modèle qui est parfaitement cohérent sur papier, c'est super beau, mais ils ne proposent rien en termes de comment on fait la transition, puis tu sais, il n'y a rien qui est mis en dehors du modèle, ce qui est une logique que moi, je ne peux pas accepter comme démocrate. Donc, nous, on dit, il y a un ensemble de modèles, il y a un ensemble d'alternatives, et pour nous, notre définition du socialisme démocratique, c'est une société dans laquelle la majorité de l'activité économique tombe sous une forme ou une autre de contrôle démocratique. Et pour le reste, c'est de la pratique. Les gens verront comment ils font ça. Et là, quelqu'un va dire, oui, mais là c'est un peu vaste comme programme. On commence, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est l'objet de notre chapitre 4, où tout à coup, on est... Chapitre 1, on est des historiens. Chapitre 2, on est des philosophes. Chapitre 3, on est des organisateurs et des gens qui font des propositions. Et le chapitre 4, on se transforme tout à coup en consultant. On passe à travers 10 points de comment la gauche, en général, et par ça, je veux dire, les partis politiques sociodémocrates, et même des partis politiques à gauche, des partis sociodémocrates traditionnels, mouvement syndical, mouvement coopératif, économie sociale, investissement éthique et d'autres mouvements apparentés. Et là, on leur parle gentiment, mais on leur parle direct en disant, si vous croyez là-dedans, voici ce qu'il faut mettre en place, et on va quand même pas mal dans les détails sur ce qu'il faut mettre en place. Et donc, la maison d'édition avait choisi ce sous-titre-là, un guide d'action. C'était pas notre choix comme auteur, mais quand ils l'ont choisi, on a accepté, on trouvait ça bon. Un guide d'action stratégique pour construire l'économie
au service de tous les citoyens. C'est un guide pour l'action. Il y a trop de gens à gauche qui font des très bonnes analyses. Et quand, ben, c'est parce que quand tu finis de lire le livre, tu es tellement découragé, tu sais pas quoi faire. Là. On ne voulait pas rajouter une couche de découragement. C'est un guide pour l'action. Il y a des éléments d'analyse. Évidemment, il faut que, si tu es un médecin, il faut que tu poses le bon diagnostic pour proposer le bon remède. Puis des fois, à gauche, je pense qu'il y a une certaine frange, je pense qu'ils n'ont pas la bonne analyse. Et donc, est-ce que tu peux me donner une idée de dans quelle réflexion ça t'a amené, et ça vous a amené un peu de réfléchir à ça, mais qu'est-ce qu'on doit appliquer de manière stratégique pour arriver à faire ça? Juste... Bien, longue histoire courte, c'est que moi, j'ai eu le privilège, puis c'est pas avec, comment dire, c'est la vie qui était faite comme ça, hein, j'en prends pas le crédit, mais j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir faire des bonnes études. Donc, j'ai réfléchi à ces questions-là d'un point de vue académique pendant un bon bout. Mais j'ai été aussi impliqué d'un jeune âge, mouvement coopératif, économie sociale, etc. J'ai travaillé dans le domaine communautaire, j'ai été directeur d'un réseau pan-québécois d'organismes communautaires. Je suis impliqué dans l'NPD depuis l'âge de 17 ans, puis j'ai 40. Fait que depuis 23 ans, donc j'ai vu la politique partisane. Au sein du NPD, j'ai été candidat 4 fois. D'autres fois, j'étais bénévole dans les campagnes des autres. J'ai fait du porte-à-porte pour moi-même et pour d'autres candidats. J'ai posé des pancartes. Je me suis pété une côte des fois en tombant, en posant des pancartes. J'ai été candidat à la chefferie du parti. J'ai travaillé pour Jack Layton pendant 5 ans sur la colline. J'ai été vice-président du parti pan-canadien. J'ai vu le parti sous tous les angles. Et là, maintenant, je travaille pour un syndicat. C'était quelque chose qui manquait à mon arc, le monde syndical. Et là, je vois comment ça... Et donc, c'est une réflexion qui est à la fois de gens qui regardent ces problèmes-là d'un angle théorique, qui trouvent ça intéressant, mais aussi pratique, parce que je vois, OK, nos idéaux sont là, et en même temps, on est très réaliste sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour s'y rendre. C'est la raison pour une des choses qu'on présente dans le livre, une de notre philosophie de base, puis c'est pas seulement une philosophie, c'est aussi comment dire, notre recommandation au niveau de la stratégie, c'est ce qu'on appelle le radicalisme pragmatique. On trouve que des fois, à gauche, il y en a qui pêchent par excès de radicalisme, mais ils n'ont pas de solution, et d'autres qui sont tellement centrés sur les solutions, le concret, la modération, qu'on dirait qu'ils oublient les idéaux. Hein? Mais nous autres, on dit, il ne faut pas oublier les idéaux. Les idéaux sont bons. Okay? Même les idéaux originaux du socialisme démocratique, même dans les balbutiements du mouvement au 19e siècle, ils avaient complètement raison dans l'idéal. L'idéal ne change pas. Le moyen... On ne pourra pas y arriver du jour au lendemain, exact. Y aller tranquillement. Autant qu'on est ambitieux, puis radicaux, à la limite, certains diraient, sur le projet, j'ai déjà essayé de partir avec des groupes, des coopératives. Ça ne se fait pas comme ça. Tu ne peux pas dire aux gens, on transforme tout demain en coop. Ça ne se fait pas comme ça. C'est une longue transition qu'on propose. Mais c'est pas pour décourager tant que pour se mettre en place. Quand j'étais jeune, j'avais lu un livre de Michael Harrington qui s'appelait Socialism, Past and Future. C'est un Américain. Justement, c'est dans les moments où tu étais à gauche, puis là, on n'avait plus nos repères. Le modèle social-démocrate était attaqué de toutes parts. C'était la fin de l'Union soviétique, tant mieux, mais en même temps, il y avait ce sentiment que there is no alternative. La gauche n'avait plus trop quoi faire d'elle-même. Et ce livre-là m'avait beaucoup aidé parce que lui, il parlait il appelait ça Visionary Gradualism. Il disait, il faut un projet de société, mais soyons réalistes, ça va prendre à peu près 50 ans pour le faire. Nous autres, on appelle ça le radicalisme pragmatique, mais c'est la même idée. Donc, c'est un ouvrage de réflexion à la fois... C'est un ouvrage de réflexion, mais de gens qui ont été dedans. Et je pense que ça paraît, surtout quand tu arrives dans les chapitres 3 et 4, qui sont plus pratiques, l'exemple, l'expérience du concret embarque, parce qu'on dit,
il y a ça, ceci est un super de bel idéal, mais ça peut être très difficile. Si pas ça, peut-être autre chose. Puis, on donne des options. On donne des options comme ça. Fait que c'est ça, écoutez, on a déjà commencé, mais je peux prendre vos questions. Je fais ça très sommairement, comme vous voulez voir.